Je n'étais pas très sociable à l'université. Je n'avais pas de bonnes notes, je ne faisais pas partie d'une fraternité, je n'avais pas de petite amie et je n'étais pas très impliqué dans quoi que ce soit. Je n'étais pas vraiment un enfant heureux. Mais je ne me plains pas. Finalement, à la fin de ma trentaine, j'ai rencontré une fille fidèle qui ne cesserait jamais de se battre pour moi. Ma vie est belle maintenant. Nous vivons ensemble avec nos 2 chats, Blue et Rat, et je compte bientôt lui demander de m'épouser. Comme je le disais, bien que je ne fasse pas partie d'une fraternité et que les fêtes de fraternité classiques ne m'attiraient pas vraiment, j'avais quand même envie de m'amuser. Je veux dire, qui n'en aurait pas envie? Mes amis Brison et Yann étaient dans la même situation que moi. Nous passions la plupart de nos week-ends à traîner dans la chambre de Brison. Cela dit, chaque fois que nous avions l'occasion d'assister à une fête, nous sautions sur l'occasion. La plupart des fêtes auxquelles nous avions la chance d'aller étaient hors du campus, ce qui signifie qu'elles n'étaient pas associées aux fraternités ou à l'université elle-même. Une fois, nous avons même conduit plus d'1 heure juste pour aller à une fête. C'est dire à quel point nous étions désespérés. Un vendredi après-midi, Yann a envoyé un message dans notre groupe en disant que la fille avec qui il parlait connaissait une fête pas trop loin. Il est vrai que j'attirais toujours les filles les plus étranges, tu sais, celles dont je parle. Brison plaisantait en disant qu'il ne voulait pas aller à une fête avec un thème emo, anime, death metal, ce qui, à vrai dire, n'était pas vraiment mon truc non plus. Yann, cependant, était plutôt têtu et nous a convaincus que ce serait une fête normale. De toute façon, on n'avait rien de mieux à faire. Brison a réussi à persuader son frère, Chris, d'être notre chauffeur désigné. Chris ne buvait jamais de toute façon, donc il était partant pour une soirée. Tout semblait bien se passer. Alors qu'on roulait en direction de la fête, Yann a commencé à râler au sujet de la fille avec qui il discutait. Il disait qu'elle ne lui avait pas répondu depuis des heures, mais honnêtement, vu le genre de type qu'était Yann, ce n'était pas si étonnant. Il semblait vraiment perturbé, hésitant même à continuer vers la fête, ce qui me paraissait un peu exagéré. Nous avions déjà fait 30 minutes de route, donc il n'était pas question de faire demi-tour maintenant. Je lui ai dit de prendre sur lui et de ne pas laisser s'agâcher notre soirée. Quelques minutes plus tard, Yann nous a annoncé que le profil de Calista avait complètement disparu de son téléphone. On lui a dit qu'il s'était probablement fait bloquer et qu'elle avait sans doute décidé d'aller à la fête avec quelqu'un d'autre. Il a fait la tête pendant le reste du trajet. Mais dès qu'on est arrivé à la fête, on a su qu'on avait fait le bon choix. La maison était immense, surtout comparée aux autres maisons du quartier. Yann n'était pas encore prêt à entrer, disant qu'il avait besoin d'un petit coup à boire pour oublier cette histoire. Brison et moi n'avions aucun problème avec l'idée de boire un peu, donc on a dit à Chris de garer la voiture un peu plus loin pour qu'on puisse faire un pré-soirée à côté de la voiture. On a descendu quelques bières qu'on avait apportées, tout en regardant les gens entrer et sortir de la maison. Franchement, ça avait l'air d'être une bonne fête. Une fois qu'Yann était satisfait de son petit buzz, on s'est dirigés tous les 4 vers la maison. Dès qu'on est entré, j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. D'abord, toutes les lumières étaient allumées, comme s'il n'y avait aucune tentative de créer une ambiance tamisée. C'était juste les plafonniers brillants, ce qu'on s'attendrait à voir éteints dans une soirée d'étudiants. Ensuite, la plupart des gens étaient très bien habillés, bien au-dessus de ce que l'on verrait normalement dans une fête animée. C'était plus proche d'un dîner élégant que d'une véritable fête. Peut-être que c'était justement ce qu'on avait devant nous, après tout, on n'avait aucun détail sur ce à quoi s'attendre. On ne se sentait pas totalement hors de propos, mais la différence dans les tenues était assez frappante. La musique aussi était étrange. Il n'y avait pas de trap, de hip-hop ou d'autres sons habituels qu'on entendrait dans une fête. À la place, c'était une sorte de musique atmosphérique, presque planante. Je ne saurais pas dire à quel genre elle appartenait ou comment la décrire, mais il n'y avait aucune parole, juste des instruments. Ce n'était pas vraiment mauvais en soi, mais c'était quand même bizarre. Mes amis et moi nous sommes regardés, essayant de comprendre ce qui se passait. On a harcelé Yann pour avoir plus de détails, mais il nous a dit qu'il n'en savait pas plus que nous. On a donc continué à explorer un peu la maison. Il y avait de l'alcool partout, alors on s'est servi sans hésiter. Quelques minutes plus tard, j'ai commencé à remarquer que certaines personnes me jetaient des coups d'œil, puis détournaient rapidement le regard. C'était tellement flagrant que je me suis demandé s'il y avait quelque chose de bizarre avec mes dents. Au début, je pensais que c'était à cause de ma tenue, ce qui me semblait logique sur le moment. Malgré l'atmosphère étrange, on s'amusait bien tous les 4. Enfin, sauf Chris, qui semblait s'ennuyer profondément. Il nous a dit qu'il allait retourner dans sa voiture pour fumer, probablement parce qu'il n'avait pas bu une seule goutte d'alcool. Quelques minutes après son départ, un groupe de filles s'est approché de nous. On n'était pas exactement les mecs les plus confiants, donc être abordé de cette façon était nouveau pour nous. Les 3 filles ont commencé à flirter avec nous presque instantanément,
et ce n'était même pas subtil. Elles ont plaisanté à propos d'une « taxe d'entrée », ce que j'ai trouvé amusant au début, jusqu'à ce que je réalise qu'elle était sérieuse. L'une d'elles tenait une bouteille de tequila, et bien sûr, on ne pouvait pas refuser ça sans paraître ringard. Alors, on a bu, sans trop réfléchir. Après ce moment, on est restés ensemble tous les 6, à boire, discuter, et parfois même à danser un peu. Tout se passait bien. À un moment donné, j'ai remarqué une étrange marque sur le cou de Tina. C'était une fine ligne verte, courte mais bien nette, qui ressemblait à un trait de feutre. La ligne était si discrète que je ne l'aurais probablement jamais remarquée si je n'avais pas été aussi proche d'elle. J'ai hésité à lui demander ce que c'était, mais je me suis ravisé pour éviter de la vexer. Peut-être que c'était une tache de naissance ou quelque chose du genre. Mais une fois que je l'avais vue, impossible de l'ignorer. Elle paraissait tellement anormale, surtout avec cette couleur verte. Qui utiliserait du maquillage vert? Ce n'était certainement pas ça. J'ai décidé de ne pas y prêter plus attention et j'ai continué à flirter avec Tina, curieux de savoir où tout cela allait mener. Peu de temps après, j'ai aperçu Brison et la fille avec qui il parlait monter à l'étage. Ça m'a fait sourire. Puis, j'ai vu Yann et sa fille se diriger vers les escaliers eux aussi. De mon côté, j'étais un peu nerveux à l'idée de dire quelque chose de trop direct à Tina. Je ne voulais pas tout gâcher. Malgré l'alcool, je me sentais de plus en plus anxieux et en sueur. J'ai donc dit à Tina que j'allais aux toilettes et que je reviendrais rapidement. Le seul toilette que j'ai trouvé était occupé, alors j'ai attendu devant la porte. Au bout d'un moment, un homme très grand et d'un certain âge est sorti, vêtu d'une chemise blanche et d'un pantalon en lin. J'ai rapidement pris sa place dans la salle de bain, mais en passant, il m'a heurté. Je me suis retourné, m'attendant à ce qu'il s'excuse, mais il s'est juste arrêté et m'a fixé avec un regard vide. C'était vraiment étrange. Il restait là, à me dévisager sans rien dire. Je m'apprêtais à lui faire une remarque quand j'ai remarqué la même ligne verte sur son cou, identique à celle de Tina. Contre toute logique, je lui ai demandé quel était son problème. Il m'a souri et a secoué la tête avant de me demander « Qui t'a invité ?» Pris au dépourvu, j'ai laissé échapper un nom sans réfléchir, Calista. La fille à qui Yann parlait? Il a éclaté de rire et a levé les yeux comme s'il comprenait immédiatement. Puis il m'a regardé, son sourire s'évanouissant. À voix basse, il a répété le nom de Calista avant de faire un geste vers la fête. « Tu la vois, Calista, ici ?» Je ne savais pas quoi répondre, alors j'ai claqué la porte devant lui, me demandant ce qui venait de se passer. Je n'arrêtais pas de repenser à ce qu'il avait dit et à cette ligne verte sur son cou. Une part de moi regrettait de ne pas avoir posé plus de questions pour comprendre ce qu'il se passait. En sortant des toilettes, je me suis mis à sa recherche. J'ai traversé la foule, les regards des gens me donnaient l'impression que je n'avais pas ma place ici, mais je m'en fichais. Mon but était de retrouver mes amis et de les traîner hors de cet endroit. En déambulant, cette marque verte m'obsédait. Je me suis mis à scruter le cou des gens, essayant de voir si d'autres personnes portaient une marque similaire. Et à mon plus grand effroi, j'ai vu 2 autres personnes avec cette même ligne verte sur le cou. Elles étaient toutes identiques en couleur, longueur, épaisseur, tout. C'était de plus en plus étrange. Je cherchais toujours cet homme, tout en observant le cou des invités. La plupart n'avaient rien d'anormal, mais je repérais régulièrement ces lignes vertes sur certains. C'était suffisant pour me rendre parano. Je me suis dirigé vers les escaliers pour retrouver mes amis. Par chance, en montant, j'ai croisé Brison et Yann qui descendaient. Je les ai immédiatement emmenés dans un coin isolé pour qu'on puisse discuter tranquillement. Je leur ai rapidement exposé ma théorie, leur disant qu'on devait quitter cet endroit au plus vite. Ils ont éclaté de rire, affirmant que j'avais trop bu. Brison m'a accusé d'être jaloux parce qu'il avait réussi à se rapprocher des filles et pas moi. Je lui ai demandé où était partie sa copine. Il m'a dit qu'elle lui avait donné rendez-vous à l'étage dans 20 minutes. Yann m'a répondu que sa fille lui avait dit la même chose. Impossible de les raisonner, ils étaient trop dans l'euphorie du moment. Juste au moment où j'allais abandonner, Yann a tourné la tête sur le côté. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang, il avait une fine ligne rouge sur le cou, pas verte comme les autres, mais rouge. J'ai presque crié en le voyant, ce qui, heureusement, les a enfin fait m'écouter. Je me suis alors penché pour examiner le cou de Brison, et lui aussi avait une marque rouge. Yann m'a dit de me calmer, que c'était probablement juste une tache de maquillage, mais Brison commençait à me croire. Je leur ai dit qu'on devait partir immédiatement, et Brison et moi avons commencé à nous diriger vers la sortie. Yann, lui, refusait toujours de partir, disant qu'il voulait attendre la fille. À ce moment-là, un type est passé à côté de nous, jetant un coup d'œil à chacun. Il n'a rien dit, mais s'est arrêté juste assez longtemps pour que nous remarquions la ligne verte sur son cou. C'était le signal. Brison et moi avons foncé vers la sortie, Yann nous suivant de près.
J'avais l'impression que tout le monde nous regardait pendant que nous sortions, mais personne ne bougeait pour nous arrêter. Nous avons couru jusqu'à la voiture de Chris et lui avons dit de démarrer. Alors que nous quittions les lieux, les téléphones de Yann et Brison ont commencé à sonner. Ces filles demandaient pourquoi nous étions partis. Comment savaient-elles que nous étions partis, alors qu'elles n'étaient même pas là pour nous voir sortir? Mes amis ont fini par bloquer leur numéro. Depuis, tout le monde à qui je raconte cette histoire a sa propre théorie sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. Franchement, je ne sais pas quoi en penser, mais une chose est sûre, je préfère ne pas savoir ce qui aurait pu arriver si cet homme ne m'avait pas averti. Je suis étudiant en master en génie civil à l'université de Purdue. En fait, j'ai commencé il y a quelques mois. Tout allait plutôt bien, toutes choses considérées. Mes cours se déroulaient sans problème, j'avais fait quelques amis, et l'appartement que j'avais trouvé était à un prix raisonnable. Mon propriétaire était plutôt superficiel, même si j'avais une voiture et que je vivais loin du campus. Mais j'aimais conduire. Le seul inconvénient, c'était une partie inachevée de la ville, mais cela ne me dérangeait pas vraiment. Je suis un gars dans la vingtaine, donc je pensais pouvoir gérer cela. Certes, la vie était un peu monotone, mais j'étais là pour obtenir mon diplôme, pas pour faire la fête. Tout était assez normal jusqu'au jour où mon sac à dos a été volé. Je l'avais laissé sur une table dans un couloir pour aller aux toilettes. Quand je suis revenu, il avait disparu. Bien sûr, cette salle de classe n'avait pas de caméra, donc je n'avais littéralement rien à faire. J'étais plus irrité qu'autre chose. Mes clés, mon portefeuille et mon ordinateur portable étaient dedans. J'ai dû annuler mes cartes et en obtenir de nouvelles, signaler la perte de mes clés à mon propriétaire et commencer à chercher un ordinateur portable de remplacement. C'était tout un processus, mais bon, ça arrive. Ce n'est que quelques jours plus tard que j'ai réalisé que la situation était 1000 fois pire que prévu. Un soir, en rentrant chez moi, j'ai trouvé une note manuscrite glissée sous ma porte. Je pensais que c'était juste un rappel pour mon propriétaire au sujet de quelque chose, mais j'avais totalement tort. Quand j'ai ouvert la note, elle disait simplement « Je te vois ». Sans nom, sans signature, juste ces 3 mots. J'ai instantanément compris. Celui qui avait volé mon sac à dos avait dû accéder à mon ordinateur portable et découvrir où j'habitais. C'était déjà terrifiant, mais alors j'ai eu une pensée bien pire. Celui qui avait volé mon sac à dos avait aussi les clés de mon appartement. J'ai senti ma peau se hérisser et j'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule, m'attendant à voir quelqu'un là. J'ai couru vers mon appartement et j'ai claqué la porte. J'avais l'impression d'être en sécurité, même si quelqu'un tentait de forcer l'entrée, cela prendrait du temps. La semaine suivante, j'ai commencé à recevoir d'autres notes, toutes manuscrites. Elles n'étaient pas longues, juste des phrases étranges comme « je sais ce que tu as fait » ou « surveille-toi ». À ce moment-là, j'étais vraiment en train de paniquer. Je n'avais jamais rien fait de mal, mais si quelqu'un avait fouillé mon ordinateur portable, qui sait ce qu'il aurait pu trouver? Je ne savais pas si je devais aller à la police, alors j'ai décidé d'attendre un peu, espérant que la personne qui s'amusait à me harceler se lasserait. Une nuit, alors que je me préparais à dormir, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Il faisait sombre à l'extérieur et mes rideaux étaient à moitié fermés, mais j'aurais juré avoir vu un flash, comme si quelqu'un avait pris une photo de moi. J'ai rapidement tiré les rideaux, mon cœur battant la chamade, mais il n'y avait personne. Les choses ne se sont pas arrêtées là, j'ai commencé à remarquer de petites choses dans mon appartement. Au début, je pensais que j'étais simplement distrait, mes chaussures à un endroit différent ou mon manteau posé sur une chaise au lieu d'être accroché. C'était de petites choses que je pouvais expliquer si je le voulais vraiment. Mais un jour, je suis rentré chez moi et j'ai découvert mes draps arrachés et ma chambre complètement sens dessus-dessous. Les tiroirs de ma commode étaient tirés, mes livres éparpillés sur le sol. On aurait dit que quelqu'un avait retourné la pièce. J'ai appelé la police, bien sûr, mais ils n'ont pas fait grand-chose. Pas d'effraction, rien de volé, donc il n'y avait pas grand-chose qu'ils pouvaient faire. J'ai demandé à mon propriétaire de changer les serrures, mais il a dit que cela prendrait au moins 2 jours pour qu'un serrurier vienne. Je lui ai demandé de faire cela plus tôt, mais il a haussé les épaules en disant que ce n'était pas une urgence. Je me sentais trahi. Comment ce type pouvait-il penser que ce n'était pas une urgence? J'ai continué à le pousser à agir, mais il a finalement cessé de répondre, peu importe ce que je disais. Cela s'est passé littéralement hier. Pendant que j'écris cela, j'ai à peine dormi la nuit dernière. Même si je suis en sécurité avec une serrure à double tour, j'envisage de changer moi-même les serrures, mais je ne sais pas comment faire cela sans causer de dommages coûteux. J'ai été tiré de tous mes cours ce matin parce que j'ai peur de quitter ma chambre. Je suis encore ici, en train d'écrire tout cela. Je me prépare à affronter quiconque pourrait revenir. Je suis certain que s'ils ont fouillé mon ordinateur portable, ils connaissent mon emploi du temps.
Peut-être que je devrais me cacher quelque part et leur sauter dessus s'ils essaient d'entrer pendant que je devrais être en classe. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vous donnerai des nouvelles quand je pourrai. Je n'ai pas pu le croire. Alors que je m'efforçais de comprendre ce qui se passait, la voix derrière le masque prononçait des mots que je n'aurais jamais imaginé entendre. Les insultes et les critiques coulaient comme un torrent, rendant mon estomac encore plus lourd. C'était comme si quelqu'un avait fouillé dans mes pensées les plus intimes et en avait tiré tout ce qui était douloureux. Mon visage était brûlant de honte, et je pouvais sentir tous les regards de mes camarades de classe se poser sur moi, pleins de curiosité et de jugement. J'ai essayé de me concentrer sur la personne derrière le masque, mais c'était impossible. Chaque mot qu'il disait me touchait comme une flèche, et mon esprit s'embrouillait. J'ai regardé le professeur, espérant qu'il interromprait la projection, mais il semblait tout aussi choqué que moi. Quand le vidéo s'est terminé, un silence lourd s'est abattu sur la salle, et je pouvais entendre le battement de mon cœur résonner dans mes oreilles. Qui a fait ça? J'ai demandé, ma voix tremblant à peine. J'étais à la fois en colère et terrifié. Je voulais comprendre qui était derrière cette humiliation, mais personne ne semblait avoir de réponse. Mon groupe s'est regroupé autour de moi, murmures inquiets, et j'ai vu que même ceux qui ne me connaissaient pas bien étaient touchés par ce qui venait de se passer. Les jours qui ont suivi ont été une torture. Les bruits étranges que j'entendais la nuit semblaient plus fréquents, et j'étais convaincu que Ben, mon ex, était derrière tout ça. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il avait réussi à pirater mon ordinateur ou à m'espionner d'une manière ou d'une autre. Cela ne correspondait pas à l'homme que je connaissais, mais l'idée que quelqu'un dans mon cercle, ou même lui, puisse avoir fait cela me terrifiait. Finalement, je ne pouvais plus rester dans cet appartement. Chaque bruit à l'extérieur me faisait sursauter, et je sentais que je perdais peu à peu mon esprit. Je savais que je devais en parler à quelqu'un, mais à qui? Personne ne pouvait comprendre la peur que je ressentais, et je me sentais incroyablement seul dans cette situation. Je ne pouvais pas croire ce qui s'était passé. Mon professeur, visiblement dégoûté, avait laissé le vidéo tourner un peu plus longtemps que prévu, probablement en état de choc lui aussi. Son visage était pâle et je me sentais figé sur place, mortifié au-delà de tout. Les mots qui avaient été prononcés étaient si dégradants que je n'avais même pas envie de les répéter. J'étais tellement bouleversé que je voulais pleurer, mais les larmes restaient bloquées. Chaque regard de mes camarades pesait sur moi comme une montagne, et je savais exactement ce qu'ils pensaient. Après ce qui m'a paru être les secondes les plus douloureuses de ma vie, je ne pouvais plus rester là. Je suis sorti en courant de la salle de classe, laissant échapper un sanglot, tandis qu'un sentiment d'angoisse m'envahissait. Je pensais sérieusement à rentrer chez moi, mais je savais que si je partais, j'étais sûr d'être expulsé. Alors, j'ai attendu à l'extérieur du bâtiment, le cœur battant, jusqu'à ce que la classe se termine. Quand je me suis approché de mon professeur, j'ai presque supplié, lui disant que je n'avais aucune idée de ce qui s'était passé, que j'étais certaine d'avoir envoyé le bon fichier. Il a bien voulu m'écouter et a confirmé que 2 vidéos avaient été envoyées. La première était notre projet, et la seconde, celle qu'il avait projetée en cours. Clarifier la situation avec l'université a pris un temps fou et a été épuisant, mais j'ai finalement réussi. Bien que cela n'efface pas la humiliation que j'ai ressentie, il est devenu clair que mon email avait été piraté, ce qui était un problème bien plus grave. J'ai donc changé mon mot de passe, pensant que j'avais simplement eu beaucoup de malchance. Mais les choses ont rapidement empiré. À peine une semaine plus tard, je me suis réveillé déconnecté de Snapchat, ce qui ne se produit que lorsqu'une autre personne se connecte. Cela signifiait que j'avais été piraté là aussi. Je n'osais même pas imaginer ce qu'il avait pu découvrir. J'ai donc contacté la police pour leur raconter ce qui s'était passé. À ma grande surprise, Ben a accepté de répondre à leurs questions. La police a pu confirmer qu'il n'était pas impliqué dans tout cela. Cependant, il a admis avoir publié mes informations privées sur un forum en ligne peu après notre rupture. Il a juré n'avoir jamais révélé aucun de mes mots de passe, mais ceci était facile à deviner. Étant donné que j'utilisais souvent la même combinaison pour tout, la police m'a informé qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Ben n'était pas responsable du piratage, et c'est là que la gravité de la situation m'a frappé. Quelqu'un avait désormais accès à toutes mes informations privées et pouvait potentiellement me faire chanter. J'ai donc changé mes mots de passe immédiatement, mais le stress et l'anxiété ne faisaient que croître. Je commençais à penser que tout cela était enfin terminé. Quelques semaines s'étaient écoulées sans incident, et j'avais l'impression que la personne qui me harcelait avait réalisé que j'avais impliqué la police et ne voulait pas prendre le risque d'être découverte. Cependant, un jour, une personne inconnue m'a ajouté sur Snapchat, ce qui n'était pas inhabituel. En l'ajoutant, j'ai reçu des photos de moi. Je suis sûr que vous pouvez imaginer de quel genre de contenu il s'agissait. J'ai immédiatement bloqué cette personne avant qu'elle ne puisse me menacer,
Ce qui, je le savais, n'était qu'une question de temps. Les larmes aux yeux, je me suis senti plus démuni que jamais. Pendant environ une semaine, d'autres profils aléatoires continuaient à m'ajouter sur Snapchat. Je savais que c'était la même personne, alors je ne les ai jamais acceptés, par peur qu'ils ne commencent à me faire chanter ou à me demander de l'argent. Cela a continué pendant environ une semaine, et je ne savais vraiment pas quoi faire. Il n'y avait aucune preuve tangible ou moyen de retracer cette personne, et la police n'avait pas assez d'informations pour s'impliquer. De toute façon, je savais qu'ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Le pire, c'est qu'ils connaissaient littéralement mon adresse et tous les détails de ma vie personnelle. Je craignais que si je continuais à ignorer leurs demandes sur Snapchat, ils puissent passer à des actions plus graves. Je savais qu'ils se cachaient parfois près de mon appartement, mais je ne voulais pas les croiser. J'espérais simplement qu'ils se lasseraient et abandonneraient. À tous les jeunes qui lisent ceci, faites attention au type de photos que vous conservez sur votre téléphone. Je ne sais pas si cela se terminera un jour.